Et les paysagistes dont je parle, enfin les peintres dont je parle, ont joué de ce point de vue un rôle, je pense, tout à fait significatif et tout à fait intéressant, et qui, je pense, se prolonge bien au-delà de ces peintres qui appartiennent à la deuxième moitié du XIXe siècle. Ça se prolonge, je pense, bien au-delà dans l'art américain, y compris d'ailleurs, en mon sens, chez les peintres de l'expressionnisme abstrait, en tout cas certains. Oui, dire que par exemple le rabattement sur l'horizontale du sol du tableau de Pollock peut être emblématique de cette manière justement de faire passer ce que je décrivais comme une logique de l'essentialisme et dans la verticale, même si Pollock, plus retors et plus polonais qu'il en a l'air, redresse effectivement le tableau pour finir et revient dans le musée. Mais là, c'est peut-être justement ce qui rend Pollock intéressant, que le fait qu'il a ce double mouvement. À la fois, il fait l'Indien pour lui, quand Pollock, quand il peint au sol, c'est vraiment le geste originaire dans ce rapport à la terre, justement, dans ce rapport de conquête de territoire, qu'il ne faut pas prendre au deuxième degré, c'est vraiment un extrait de territoire, véritablement. Et en plus, il a ce qui est probablement une intelligence encore supérieure même au minimalisme, par exemple, cette capacité de ramener de la frontalité là où il y a. Bon, mais bon, ça c'est une histoire spécifique. Simplement pour faire, je trouve vraiment intéressant que cette vous voyez un petit peu le principe d'ici, de venir chercher la vision large qu'a Jean-Pierre Cometti de cette histoire-là, c'est vraiment aussi interroger simplement les moyens très concrets de la critique aujourd'hui. Parce que interroger cet héritage qui peut paraître presque lointain, les années 30, c'est aussi un moyen d'interroger ce que nous faisons aujourd'hui. Et cette espèce d'enflure de l'énigme, du secret, du truc qu'on ne peut pas savoir, vous verrez comment ça fonctionne encore comme de l'ordinaire aujourd'hui. Et vous verrez aussi comment, d'un autre côté, par exemple, toute notre politique d'œuvre publique est encore très coincée aux entournures par le fait qu'il y a des principes supérieurs. Et vous verrez par exemple combien de nos œuvres publiques incarnent littéralement cette logique supérieure, puisque le principe même du monument à la française, c'est celui de l'érection, n'est-ce pas ? Celui de ce mouvement, de ce marquage, de cette logique du centre plutôt que de l'étendue. Et je crois que, pour moi en tout cas, ce passage par l'idée d'expérience, c'est non pas adopter encore une fois la vie américaine, mais c'est véritablement commencer à essayer d'opérer, à se donner des outils consistant sur la pratique critique d'aujourd'hui. Je crois que nous respirons et nous vivons, et que nous vivons une espèce de kantisme, nous avons un Kant, même ma concierge pense Kant, parce que effectivement c'est notre tradition, parce que, et elle pense du coup qu'elle est dans une confrontation avec un tableau, avec la verticalité, et que l'espace qui se construit là, mais simplement, il est à côté de ce qui se produit effectivement dans les centres d'art aujourd'hui. C'est là l'intérêt d'aller chercher dans l'histoire et dans la théorie que de voir comment les choses se passent. Il y a peut-être... Une chose qu'on peut dire à ce propos, puisque là on est en train d'aborder maintenant une question qui concerne plus particulièrement la critique, c'est que dans une vision comme celle qui s'illustre dans les textes que j'ai cités tout à l'heure, vous avez vu d'ailleurs qu'il est question de la critique d'art qui est rangée du côté, je pourrais presque dire, des accessoires. Des basses œuvres. Et des basses œuvres. Dans une vision comme celle-là, la forme privilégiée que prend le rapport à l'art, c'est celle, justement, de la philosophie de l'art. Parce que la philosophie a directement un rapport à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui vient s'inscrire dans une ligne. Du coup, la critique d'art vient au contraire prendre sa place dans l'inessentiel. Et là, lorsqu'on compare un petit peu ce qu'a été, comment dirais-je, disons le statut de la critique d'art dans un contexte comme celui que nous essayons de circonscrire dans le contexte américain, et ce qu'elle est ou a été dans le contexte européen, on a des choses très différentes. Dans une conception qui privilégie, comme nous venons de voir, l'espace public, la forme que prend le rapport privilégié à l'art, c'est celui de la critique d'art. Parce que précisément la critique d'art, c'est la forme première que prend le rapport à l'œuvre. Et dont l'œuvre elle-même n'est pas dissociable. C'est-à-dire qu'on est situé dans une vision des choses où le rapport de l'œuvre et de l'acte ou du jugement critique, appelez ça comme vous voudrez,
est conçu comme quelque chose qui n'est pas dissociable. On ne peut pas penser l'art sans la critique d'art. Vous voyez, on est tenté pourtant de le penser. On est tenté de penser qu'une œuvre, c'est quelque chose qui existe en soi, hein, indépendamment de tout rapport, non seulement à un espace public, mais à un jugement, etc. Là, non. On comprend mieux que une œuvre est quelque chose qui implique, mais au sens très fort du terme, un jugement qui ne peut pas en être dissocié parce que en dehors de ce jugement qui est la forme que prend son installation dans l'espace public, il n'y a pas d'œuvre. Donc c'est quelque chose de très fort et qui se manifeste dans justement le rôle qui est accordé pendant la critique d'art, par exemple par les philosophes américains qui s'intéressent à l'art. Il y a une sorte de constante dans la philosophie de l'art, dans l'esthétique telle qu'elle est pratiquée dans ce contexte, le contexte anglo-saxon, qui est effectivement celle-ci, la priorité, si vous voulez, pour s'exprimer de cette façon, la priorité est une priorité non pas de la philosophie, mais de la critique. En raison de ce que nous avons vu. Alors que dans un contexte européen, d'où les propos à la limite du mépris qu'on trouve chez certains philosophes, le rapport privilégié, le rapport privilégié, c'est celui de la philosophie, non pas la critique. La critique est toujours quelque chose qui vient après, de façon d'ailleurs tout à fait contingente, enfin, c'est ce qu'on pense, de façon contingente, qui ne répond à aucune espèce de sens premier ou de nécessité première, toujours quelque chose qui est secondarisé et à la limite qui ne fait que refléter les intérêts sociaux, donc marchands, donc idéologiques, etc. Là il y a une différence du point de vue, encore une fois, de la façon dont on conçoit la critique d'art, dans son rapport à l'art. Il y a une différence vraiment tout à fait fondamentale. Et entendez bien qu'il s'agit non pas de défendre, ce n'est pas ton sens, ce n'est pas défendre le critique d'art, c'est bien la critique d'art comme le principe de communicabilité indispensable pour qu'il y ait œuvre, il faut qu'il y ait... La nécessité de la critique, elle naît simplement du fait de l'insertion de l'œuvre dans un espace public. Et il n'y a pas d'œuvre là où il n'y a pas d'insertion. Et aussi longtemps qu'on est dans un système religieux où la parole verticale vient d'en haut, effectivement, il n'y a que la parole d'autorité, là où elle est distribuée autrement, peut-être effectivement que la critique a son sens. D'où l'importance, évidemment, alors des formes que prend la communicabilité de ce qui s'énonce, à la fois de ce qui s'énonce dans la critique et de ce qu'on prend dans l'art. Et je dirais de ce dont on parle quand on parle sur l'art aussi, parce que ça c'est une autre question, et peut-être que c'est un des autres moments, puisque c'est cette espèce de feston-là que je voudrais faire. Il y a un autre moment où en travaillant de mon côté, j'ai retrouvé ton travail à toi, c'est à cause de Nelson Goodman. Parce qu'il y a, avec Nelson Goodman, là, alors on est sur un autre territoire, on n'est pas si loin d'héritage pragmatiste précisément, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'on a affaire là à une proposition théorique. Vous connaissez, je ne sais pas comment que vous connaissez Goodman, je ne sais pas ce que vous en connaissez. Il me semble que c'est quelque chose d'intéressant à emboîter à ce moment du débat, parce que Goodman est un théoricien qui va décrire, qui va proposer de travailler sur l'art, non pas en pensant à des qualités sociales de l'art, non pas en pensant à des... Enfin, il va même faire quelque chose comme un vrai effort de suspendre un certain nombre des qualités qui sont l'objet du jugement critique, par exemple.